Julius Malema s'attaque à Ibrahim Traoré. Ouvertement, il le dit sans avoir froid aux yeux, il n'est pas d'accord du tout dans la manière dont M. Traoré est en train de faire les choses. Ici, il parle bien spécifiquement sur le fait que le Burkina Faso, très récemment, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on va y aller très rapidement, le Burkina Faso a aboli les partis politiques dans un cadre bien précis. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il en pensait, puisque Malema a toujours été un fervent soutien de Traoré. Il dit qu'il n'est pas d'accord du tout. Malema a-t-il perdu la tête ou Malema a complètement raison dans cette histoire? Suivons ce qu'il a à dire. Il y a toujours des débats idéologiques et ces débats ne sauraient se réduire à des divisions. Il ne s'agit ni de tribalisme, ni de racisme, ni de xénophobie. C'est un débat d'idées. Et cela ne saurait se réduire à une division. C'est pourquoi nous croyons au parti et c'est pourquoi nous l'avons fondé. Nous n'accepterons jamais la dissolution des partis. Ceci évidemment se fait suite à une décision prise par le Burkina Faso très récemment, décision d'abolir les partis politiques. En effet, on le savait depuis 2024, mais en 2026, tout a été officialisé. L'adoption de la mesure de dissolution et le projet de loi abrogative permettra non seulement de renforcer la cohérence de l'action gouvernementale avec les idéaux de la révolution progressiste populaire, mais surtout d'ouvrir la voie à une réforme du mode de gouvernance politique de notre pays. Le Burkina Faso a officiellement dissous tous les partis politiques par décret, ce qui marque une étape majeure dans sa transition politique sous le régime de M. Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, au Burkina Faso, il n'y aura plus de partis politiques. La justification officielle par le ministre Émile Zerbo est que cette décision s'inscrivait dans une logique de refondation de l'État, après une analyse du système partisan qu'il juge source de division entre citoyens et de faiblesse du tissu social. Les partis politiques, d'après le gouvernement burkinabé, est source de division entre citoyens et de faiblesse du tissu social. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une stratégie pour l'équipe de M. Traoré de se garder au pouvoir pendant longtemps? Question mark. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de soucier. Ah, pourquoi tu peux dire ça? Non. Je pense qu'il faut poser les bonnes questions et on va le découvrir. Ou bien une stratégie pour protéger le Burkina Faso pour de vrai. Au Burkina, on a dit que les partis politiques servaient à diviser les populations. Pourquoi? L'une des raisons principales, c'est l'ethnicisme. Vous savez, généralement, les partis politiques en Afrique sont mus dans des intentions ethniques. Très souvent. Pas partout, mais très souvent. Vous le remarquerez, hein, même dans les églises. Quand le pasteur de la tribu Ti, toutes les personnes de la tribu Ti vont dans cette église. Quand le pasteur de cette église de la tribu Nandé, toutes les personnes Nandé vont là-bas. N'est-ce pas ou pas? On est d'accord. Les partis politiques, malheureusement, ont les mêmes tendances. Donc, au lieu de se battre pour les intérêts de tout le monde, dans la plupart des cas, même s'il y a une sorte de mélange, il y a toujours une force liée à un côté ethnique qui pèse. Donc, au lieu de focaliser cette force sur comment améliorer le Burkina Faso, les partis politiques, en tout cas jusque-là, par manque de maturité, ont tendance à diviser les gens plus que les unir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire semblant qu'on ne voit pas ce fait? Pour l'interrogation. Deuxièmement, on estime que les partis politiques sont généralement manipulés depuis l'extérieur du pays. C'est-à-dire, les gens qui dirigent certains partis politiques, malheureusement, sont achetés par des pouvoirs extérieurs dans l'intérêt de détruire le Burkina Faso dans sa profondeur. C'est-à-dire, pendant que les Burkinabés travaillent nuit et jour pour améliorer le pays, dans l'intérêt de tout le monde, il y a ceux-là qui se présentent comme opposants ou des gens ayant de l'intellectualisme avancé lié à des sponsorings étrangers qui ont pour objectif de freiner tout progrès que présente le Burkina Faso. Et c'est l'une des raisons présentées pour lesquelles on a décidé d'abolir ces partis politiques. Parce qu'apparemment, ça n'avance pas le pays. Ainsi, lorsque nous soutenons un dirigeant africain, cela ne signifie pas que nous serons d'accord sur tout. Il y a des sujets sur lesquels nous serons en désaccord et personne ne sera d'accord avec nous de manière générale, c'est certain. Mais sur cette question précise, il y a un problème, car nous sommes des penseurs indépendants. Malema dit qu'il n'est pas d'accord du tout
dans cette histoire. Il ne soutient pas le fait qu'au Burkina Faso, on a aboli ou suspendu le parti politique. Et comprenez une chose, il y a une certaine forme de maturité là. Il dit, on peut être d'accord avec quelqu'un et ne pas être d'accord avec la personne dans certains points. Ça ne veut pas dire qu'on est tout à fait ou complètement pas d'accord avec la personne, ou on devient un ennemi. Parce que, attendez, généralement en Afrique, vous pouvez être d'accord avec une personne 90 fois. Mais si vous n'êtes pas d'accord sur un point, on commence à vous traiter de jaloux, méchant, sorcier, tu souhaiterais être à sa place. C'est ça. Non, il faut se dire des vérités. Il dit, on peut être d'accord avec quelqu'un dans beaucoup de choses et ne pas être d'accord sur un point spécifique. C'est aussi ça la maturité. Il dit, il pense que avoir cette ouverture en ce qui concerne les partis politiques est une façon d'avoir des débats basés sur des idées et pas sur la force. A-t-il raison ou pas? Point d'interrogation. Et c'est là qu'il faut faire usage de son cerveau pour essayer de comprendre. Camarade. Le camarade a donné son avis sur l'Afrique. Nous ne serons jamais d'accord, car en tant qu'organisation léniniste attachée au parti, nous n'accepterons jamais que les partis politiques soient détruits et interdits, et tout le reste. Non. Malema a aussi dit qu'en tant que parti léniniste, on soutiendra toujours les partis. En parlant de léniniste, il parle évidemment de Lénine. Lénine lui-même, il faut dire la vérité, pendant que les bolcheviks ont pris le pouvoir sur l'Empire russe à l'époque, au départ, ils faisaient semblant de vouloir des partis politiques, mais après avoir perdu les premières élections, ils n'ont pas gardé les partis politiques. Ils sont restés au pouvoir pendant plus de 60 ans. Il n'y a pas eu d'élection avec Lénine, il faut dire la vérité. Bien que, apparemment, peut-être M. Malema a oublié cette partie-là. Est-ce que le système de Lénine était réussi? Ça, c'est une autre question pour laquelle il faut entrer en profondeur, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais en attendant, je pense qu'il est important de dire, est-ce qu'avoir un multipartisme active la seule façon de réussir? On va prendre quelques exemples touchants ici. En Chine, par exemple, il n'y a pas de multiparti. Okay? Il y a le parti au pouvoir chinois qui travaille et qui fonctionne. La Chine est un pays très puissant aujourd'hui. Prenons l'exemple de la Russie. En Russie, il y a plusieurs partis, mais ces partis ne sont vraiment pas actifs. Ça, c'est une réalité. La Russie est un pays puissant. Prenons les Émirats Arabes Unis. Okay? Nous savons comment c'est une monarchie, il n'y a pas de parti là-bas. Essayons de voir un peu quels sont les avantages et les défauts. Parce qu'il y a des avantages et des défauts à avoir des partis politiques ou pas. Commençons par le négatif. Okay? Quand il n'y a pas de parti politique, il n'y a généralement pas de liberté d'expression, ou très limitée. Le pouvoir est détenu par un groupe spécifique de personnes, numéro 2. Numéro 3, quand il y a corruption, la corruption est généralisée. Et il n'y a personne pour poser de questions. Okay? Parce qu'il n'y a généralement pas de responsabilité. Mais dans les positifs, quand il y a un seul parti de politique, il y a généralement une très grande stabilité. Numéro 1, les décisions économiques sont extrêmement rapides. Il n'y a pas besoin de passer à travers plusieurs partis politiques, des élections, des votes et tout le bazar. Numéro 2, la criminalité est très faible au niveau local. Okay? Numéro 3, le vitesse de développement est très rapide. Regardez Dubaï par exemple. Regardez la Chine. Ça avance. Regardez Kadhafi comment c'était. Ça a marché. Il y a eu des négatifs, il y a eu des positifs. Alors, sommes-nous en train de dire que Traoré est Kadhafi? Certainement pas. Traoré, c'est Traoré, Kadhafi, c'est Kadhafi. Et l'histoire nous dira la vraie version que l'on comprendra dans le futur. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir. Monsieur Malema ne s'attaque pas à la personne de Ibrahim Traoré. Monsieur Malema dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de parti politique où les partis sont suspendus. Pour lui, il pense que tout le monde doit venir à table pour pouvoir discuter. Mais aussi, il faut comprendre le contexte. Le contexte anglo-saxon ou anglo-afro est un contexte complètement différent du contexte francophone africain. Les mentalités sont différentes. Okay? En Afrique anglophone, quand on est contestant ou on fait partie d'un parti politique, on comprend l'intérêt du peuple d'abord, malgré son opposition. Chez les francophones, généralement, quand on est opposition, c'est-à-dire qu'on coopère directement avec l'Occident, contre le peuple. C'est ça la nuance. Quelquefois c'est vrai, quelquefois ce n'est pas vrai. Mais c'est, en tout cas, dans la généralité, c'est un peu ça. Encore une fois, Malema ne s'est pas attaqué à Ibrahim Traoré lui-même, ou sa personne, ou encore sa façon de fonctionner. Il a dit, malgré que nous soutenons qui que ce soit sur le temps politique dans le continent, on ne s'empêche pas de regarder ce qui ne fonctionne pas et on en parle. Et je pense que c'est un haut niveau de responsabilité, de maturité. Malema ne s'est pas arrêté là, il a aussi parlé de Museveni. Museveni qui est encore président de la République, après 40 ans, je pense, au pouvoir. Il a fait des commentaires là-dessus. Suivez ce qu'il a dit. When you are presented with two devils,
Quand on vous présente deux diables et que vous devez choisir le moindre mal, vous venez de nous dire que vous pouvez choisir Bobi Wine, mais vous n'avez rien dit à propos de Museveni. Devons-nous vraiment choisir Museveni plutôt que Bobi Wine? La position de Malema dans cette histoire est très claire. Il dit Bobi Wine, monsieur ici, qui est l'opposition, qui est accusé par plusieurs personnes d'être soutenu par l'Occident. Je sais que beaucoup d'Africains, évidemment, ne veulent pas de l'Occident. Il dit, s'il y a deux diables, il faut choisir lequel. Ça, c'est Malema qui dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit, s'il y a deux diables, il faut choisir lequel. Dans ce cas, il dit, en tout cas, compte tenu du temps, il faudrait que l'un parte. Continuons sur le prochain. Malema a aussi parlé d'Israël. Okay? En parlant d'Israël, il fait une intervention très intéressante. Trump has realized that the continent is divided. Trump a compris que le continent est divisé et qu'il peut donc devenir un terrain de jeu pour l'impérialisme américain. USA imperialism. We must never divide our continent because if we Nous ne devons jamais diviser notre continent, car ce faisant, nous invitons l'Amérique à venir piller nos ressources minérales, comme elle le fait pour le pétrole vénézuélien, où un fou peut se proclamer président d'un autre pays. a madman can declare himself a president of another country. That thing of South Africa sending that diplomat of Israel Peking. C'est le cas de l'Afrique du Sud. L'envoi d'un diplomate israélien compétent, adoptant la position appropriée, voilà le genre de décision que nous soutenons. Mais nous ne voulons pas seulement cette personne, nous exigeons la fermeture et le départ de toute l'ambassade d'Israël d'Afrique du Sud. C'est une décision qui relève du Parlement. Alors, vous faites les courageux à propos d'un individu. Le problème n'est pas cet individu. Le problème, c'est toute l'ambassade israélienne. Partagez un territoire avec nous alors qu'ils assassinent des enfants et des femmes en Palestine. And women in Palestine. Il dit la raison pour laquelle l'Afrique du Sud est attaquée aujourd'hui par l'Occident, c'est à cause d'Israël. Et les Africains devraient se mettre ensemble pour défendre l'Afrique du Sud. Comme l'Afrique du Sud, généralement, défend les autres Africains. Mais il a aussi fait une nuance très intéressante ici en disant « Nous nous battons contre l'État israélien et non contre les Juifs. » This is not a fight against Jewish people. Ce n'est pas un combat contre le peuple juif. C'est un combat contre l'apartheid israélien et ses représentants sous toutes leurs formes. So you must not find the Jewish people going to, what do they call it, mosque. Vous ne devez donc pas voir les Juifs aller à la synagogue pour prier. Vous y êtes. Nous, on va frimer à l'église. Hey, Palestine! Ces gens-là n'ont rien à voir avec ce dont nous parlons. Laissez-les aller prier. Donc, quand vous voyez les Juifs qui sont en train de partir prier aux synagogues, il ne faut pas les déranger parce que ça n'a absolument rien à voir avec eux. Et c'est ça, un autre niveau de maturité. Pas mélanger tout le monde. Comme il y a des gens ici qui... Vous avez un problème contre un pays, vous cherchez des gens de la tribu de ce pays partout, dans les vieillards, vous commencez à tabasser. Ça, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Vous avez un problème avec un dirigeant spécifique d'un pays. Vous commencez à attaquer les gens de la tribu, attribués à ce pays partout dans le monde. Ça, c'est de la bêtise. Look, today, South Africa is under attack. Écoutez, aujourd'hui, l'Afrique du Sud est attaquée. Le continent africain tout entier reste silencieux. Mais si c'était l'un de ces pays africains, on s'attendrait à ce que nous, en tant qu'Afrique du Sud, prenions position. Or, maintenant que nous sommes attaqués, le continent est silencieux. L'unité de l'Afrique ne commence pas par la création d'un État africain unifié. Elle commence par le soutien mutuel entre pays et la mise en commun des dépenses. Malema encore ici dit que l'Afrique must come together. Les Africains doivent venir ensemble, se réunir. L'Afrique du Sud est attaquée à cause de sa défense, ou son attaque plutôt, contre Israël. Le fait qu'il ait demandé justice pour les Palestiniens. Mais maintenant que l'Afrique du Sud est attaquée par Donald Trump, les Africains se sont tus. Ils ne disent absolument rien. Faites-moi savoir ce que vous en pensez sur le commentaire de Malema à M. Traoré, disant qu'il n'est pas d'accord avec ce système. Qu'est-ce que vous pensez?
Quels sont les intérêts de ne pas avoir des partis politiques? Est-ce que ne pas avoir des compétitions en termes de partis politiques, une façon serait peut-être de se garder au pouvoir? Est-ce qu'on peut dire non? Ou pas? Est-ce qu'on peut dire à 100% on pense que M. Traoré n'a aucune intention de faire cela du tout, du tout? Point d'interrogation. Pensez-vous que M. Traoré est en train de faire ça pour l'intérêt véritable du peuple burkinabé? Que pensez-vous enfin du fait que Julius Malema peut faire la différence entre être d'accord avec M. Traoré et de ne pas être d'accord avec un point spécifique de ce qu'il fait? Que Starlink est une entreprise civile ou une entreprise militaire? Les amis, l'armée russe cherche des alternatives en urgence à Starlink actuellement. Des alternatives à Starlink depuis début février 2026. Pourquoi? Parce que Starlink a mis en place un changement majeur depuis un temps. Ce changement majeur a coupé l'accès aux terminaux Internet satellitaires Starlink aux non-autorisés en Ukraine. Les non-autorisés sont qui? Sont les Russes. Okay? Je vous rappelle ici que la Russie n'a pas accès à Starlink depuis 2022. Mais on peut avoir accès à Starlink en Ukraine. Maintenant, on a coupé accès aux non-autorisés depuis l'Ukraine. Cette décision, évidemment, a fortement perturbé les forces russes qui utilisaient des terminaux Starlink introduits clandestinement ou obtenus illégalement pour des communications sur les champs de bataille. Dans le champ de bataille, les Ukrainiens et les Russes confondus utilisaient Starlink. Pourquoi? Pour leur communication, pour les drones, pour les opérations, pour les bombardements. Vous savez que les drones ont besoin de connexion à Internet pour être efficients. Alors, les Ukrainiens utilisaient accès à Starlink pour s'exécuter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, le changement a commencé quand un responsable ukrainien, précisément, au nom de Mikhailo Ferhodov, et Elon Musk ont eu une conversation. Il a demandé à ce qu'on crée une liste blanche. Alors, une liste blanche sur les terminaux qui sont autorisés à accéder à Starlink. Comment ça se fait? En Russie, on ne peut pas avoir accès à Starlink. Ils ont été bannis. Mais en Ukraine, on a accès à Starlink. Les Ukrainiens, au départ, perdaient la guerre très rapidement, jusqu'à ce qu'ils commencèrent à utiliser des drones. Les drones ont changé la guerre aujourd'hui. Les drones ont besoin de connexion à Internet, quelquefois, ou connexion, ça dépend, pour pouvoir fonctionner avec efficience. Maintenant, les Russes ont aussi commencé à utiliser des drones en 2023. Et ça a été très efficace. Comment ont-ils pu le faire, puisqu'ils n'ont pas Internet en Russie? Rappelez-vous, regardez sur la carte, la guerre se passe en Ukraine, ce n'est pas en Russie. La guerre se passe en Ukraine. En Russie, il n'y a pas accès sur Internet. Ils n'ont pas accès à Starlink. Mais en Ukraine, par contre, il y a accès à Starlink. Quand la guerre a commencé, comme le font généralement les pays à grande puissance, ils vont bombarder vos infrastructures de communication. Les Russes n'ont pas fait différemment. Ils ont détruit complètement l'infrastructure de communication ukrainienne pour les empêcher de communiquer de manière efficiente. Alors, alternativement, Elon Musk a offert accès à Starlink aux Ukrainiens pour continuer à faire la guerre. Maintenant, les Russes entrés en Ukraine se sont servis des terminals. Vous savez comment Starlink fonctionne? Starlink a des satellites, à peu près 6000 satellites en low orbite, a besoin des terminaux ou des terminaux en pas pour pouvoir recevoir les BIM et les connexions Internet. C'est-à-dire, Starlink est ouvert à tout le monde en Ukraine si tu as un terminal ou des terminaux. Les Russes ont pu introduire leurs propres terminaux venant de plusieurs pays, des pays de l'Union soviétique. Maintenant, les Ukrainiens ont remarqué que les Russes sont devenus aussi très efficaces dans l'utilisation des drones, dans la communication et plusieurs autres choses. Alors, ils ont demandé à ce que puissent fermer accès aux Russes. La liste blanche ici veut simplement dire on va enregistrer des terminaux Starlink ukrainiens officiellement. Okay? Les terminaux militaires seront enregistrés et les terminaux civils seront enregistrés. Ça sera comme un MAC adresse. Ça s'explique comment? Chaque outillage, par exemple électronique, a ce qu'on appelle un MAC adresse, donc un numéro unique qui permet son identification en ligne. Donc, pour avoir accès à Internet à travers Starlink, il faut présenter ton identifiant MAC adresse et l'enregistrer pour avoir accès. Chaque jour. Donc, on ne peut pas copier le MAC adresse de qui que ce soit. Chaque jour, on change, on branche, on débranche certains devices de leur connexion sur Starlink. En faisant cela, on a enlevé l'habilité des Russes de pouvoir se connecter sur Starlink utilisant des terminaux venant d'ailleurs. Chaque terminal ukrainien est désormais enregistré. Pour comprendre mieux, ça veut dire quoi? C'est un peu comme si j'ai des baffles, okay? Des baffles avec des microphones sans fil. Okay? Microphone sans fil, tu peux parler, ça va connecter mes baffles et tout le bazar. Mais maintenant, la liste blanche, c'est-à-dire je peux activer mon histoire de sorte qu'à ne recevoir de voix ne venant que des microphones bien identifiés et un nombre limité de microphones. Si un autre microphone venant du voisin veut se servir du microphone pour nous déranger, sa voix ne sera pas diffusée de mes baffles. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'il fonctionne. Starlink est arrivé en Ukraine, évidemment, comme je l'expliquais, après l'attaque russe sur l'Ukraine. Elon Musk a habilité 50 000 terminaux gratos pour les Ukrainiens. 50 000. Vous allez utiliser ça, vous allez regarder Netflix pendant que la guerre se passe, sans difficulté.
Starlink a été très efficace pour les Ukrainiens jusque-là. Numéro 1, la connexion Internet est rapide et fiable. Ça ne se coupe pas. Starlink fournit un Internet satellitaire rapide, fiable, presque partout, même dans les zones les plus reculées, ou les zones où il n'y a pas de réseau téléphonique. Le brouillage de Starlink est très difficile. Le brouillage électronique, c'est simplement l'interception, quelquefois la déconnexion de communication. C'est-à-dire, dans la guerre électronique, quand tu veux parler à ton ami et qu'il y a un adversaire capable, il peut brouiller votre connexion de façon que vous ne soyez pas en mesure de communiquer, de discuter. Alors, avec Starlink, ça devient très difficile. Pourquoi? Parce que Starlink a 6000 satellites. Avec 6000 satellites qui volent à 550 km, contrairement aux satellites ordinaires qui volent à 30 000 ou plus, la fonctionnalité, la puissance de l'engagement est très forte. Ça devient alors très difficile de pouvoir bloquer. Pourquoi? Même si vous essayez de brouiller la communication d'un terminal avec un satellite, puisqu'il y a 6000 satellites, ça peut rapidement changer de connexion à un autre satellite et continuer la connexion. Bien que les Russes ont essayé à plusieurs reprises de brouiller cette communication de Starlink, ça a été pas très efficient. La communication est sécurisée. Les discussions en groupe sont cryptées, donc difficile de les décrypter. Les appels vidéo, les messages sont sécurisés, donc c'est difficile même pour les hackers. Numéro 3, les drones et les frappes de précision. Avec Starlink, on peut carrément envoyer un drone pour aller observer l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut détruire? Le dépôt ou l'entrepôt? Avec Starlink, on peut envoyer un drone pour observer l'entrepôt et envoyer un message direct. Donc on peut directement voir ce qui se passe en live à l'entrepôt et cibler l'entrepôt pour le détruire. Si vous ratez l'entrepôt, vous avez directement une image directe vous disant « vous avez raté votre cible ». Donc ça facilite la guerre à ceux qui ont accès. Alors comme je disais précédemment, comme la Russie ne peut pas acheter Starlink à cause des restrictions, l'Asie centrale, par exemple le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et d'autres pays soviétiques ont pu envoyer des terminaux Starlink aux soldats russes. Un militaire russe, par exemple, peut avoir un cousin quelque part là-bas, Daghestan, machin, histoire, il dit, écoute, balance-moi 2 terminaux. Quand on voit des terminaux, tu as simplement besoin d'emmener ces terminaux en Ukraine, puisque l'Ukraine est ouverte, tu peux facilement avoir la connexion. Maintenant, ça devient impossible. Pourquoi? Parce que le monsieur ukrainien a eu sa discussion avec Elon Musk, désirant ainsi de limiter le nombre de terminaux Starlink qui peuvent avoir connexion à partir de l'Ukraine, excluant ainsi toutes les unités russes. Alors, ma question ici est celle-ci. Je pense que c'est important, il faudrait que vous le compreniez. Il ne s'agit pas seulement de la Russie et l'Ukraine, il y a aussi vous et votre pays. Est-ce que Starlink est important ou nécessaire pour votre existence? C'est une très bonne question. Je vous rappelle ici, il n'y a pas très longtemps, Elon Musk a accusé l'Afrique du Sud de racialisme effréné contre les Blancs. Okay. D'après lui, il y a 140 lois qui excluent complètement les Blancs du commerce sud-africain. Ce sont des lois injustes. Vérifiables, je ne sais pas. Mais en réalité, les Sud-Africains ont refusé accès à Starlink. Mais la question courante ici est celle-ci. Est-ce que Starlink et SpaceX sont des entreprises civiles ou militaires? Ou encore politiques? Pourquoi politique? On le verra tout de suite. Je me rappelle que dans le passé, Elon Musk a donné Starlink gratuitement aux Ukrainiens quand la guerre commençait. Mais très peu après, quand les Ukrainiens s'organisaient pour attaquer une base militaire, une base navale russe en Crimée, il voulait utiliser un drone sous-marin moyennant Starlink pour aller bombarder la base navale russe. Elon Musk a décidé de couper accès à Starlink aux Ukrainiens en ce moment. Pourquoi? Parce que d'après lui, ce serait un mouvement très dangereux qui provoquerait une guerre mondiale. Et il a pris cette décision lui-même de couper Starlink. Il a été vivement critiqué par rapport à ça, mais ça n'exclut pas le fait que lui seul a pris la décision d'activer ou de désactiver cette histoire. Secondo, quand Donald Trump mettait la pression sur l'Ukraine, demandant à ce dernier de signer le deal, le contrat minier, et que les Ukrainiens hésitaient encore, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous continuez à faire ça et à hésiter, on ne vous donnera plus accès aux renseignements et on vous coupera accès à Starlink. Ceci évidemment va vous déshabiliter de votre capacité de résister aux Russes. Vous voyez? Donc, Elon Musk s'est déjà servi de Starlink pour des raisons politiques et géopolitiques, pour ses choix. Je vous rappelle ici que l'Ouganda, il n'y a pas très longtemps, avait changé de loi. Les hommes ne peuvent plus épouser d'autres hommes. Vous voyez? Si vous le faites, ça serait un gros problème. Et ceux qui le font de force, si vous prenez quelqu'un de force comme ça et que vous avez la maladie qui n'a pas de cure, on vous exécute. C'est ça en Ouganda. Qu'est-ce qui s'était passé aux États-Unis? On a voulu forcer le président de la République d'abroger la loi. Le président refusant, disant, écoute, c'est une loi qui a été sélectionnée par les leaders politiques, des leaders religieux et traditionnels. Je ne peux pas changer cette loi. L'Ouganda a été frappé. Frappé comment? En Ouganda, les gens vivant avec le VIH recevaient en tout cas 300 millions de dollars d'aide chaque année. La première frappe immédiatement, c'était sur ces gens-là. On a coupé cette aide. Comme si ces personnes vivant avec le VIH sont ceux qui choisissent les lois en Ouganda. Alors, si on peut punir quelqu'un pour son idéologie, sa façon de penser, si on peut punir quelqu'un pour son train de vie, son système social, alors, pouvons-nous dire qu'il y a une possibilité? Si Elon Musk, dans le passé, a déjà fait des choses très similaires, pouvons-nous dire que dans le futur, pour les pays qui sont connectés à SpaceX, Starlink, si votre pays ne fait pas les choses comme on le
le désir. Si vous n'acceptez pas les papa, eh ben, écoute, on vous coupe Starlink, accès et tout le bazar. Je pense que c'est important de le prendre en considération. Maintenant, quels sont les pays qui ont accès à Starlink pour l'instant? Pour l'instant, nous avons le Nigeria, le Bénin, le Ghana, le Sierra Leone, Burkina Faso, le Tchad, Guinée-Bissau, Niger. Nous avons le Kenya, le Rwanda, le Soudan, la Somalie, le Botswana, Eswatini, Malawi, Zambie, Zimbabwe. L'Afrique du Sud refuse catégoriquement parce qu'ils comprennent quelque chose que beaucoup de personnes ne voient pas. L'entreprise est-elle civile ou militaire? Il y a aussi Cap-Vert, Madagascar, Burundi, parmi ces pays. Je pense qu'il est important de prendre les choses en considération. Que vous soyez supporter de l'Ukraine ou de la Russie, ce n'est pas ça la question. La question ici est que, en bref, un chef ukrainien, après discussion avec Elon Musk, ont créé une liste blanche de tous les terminaux qui peuvent fonctionner au front ou pas. Au départ, les Russes et les Ukrainiens confondus se servaient de ces terminaux pour faire la guerre. Maintenant, ils ont été exclus catégoriquement dans l'objectif qu'ils perdent de cette guerre. Si ça peut être fait pour des causes dans le passé, parce que Elon Musk personnellement a choisi de ne pas vous faire faire une chose, ou vous n'aviez pas fait quelque chose comme Musk le désirait, changez votre connexion. Quelle serait la différence pour vous dans votre pays si vous acceptiez Starlink sans scruter méticuleusement? Encore une fois, est-ce que Starlink est une entreprise civile ou un contracteur militaire et géopolitique? Dans la vie, il faut être fort. Parce que si vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas bon. Il vaut mieux être fort qu'être bon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auront du mal à accepter cela. Dans la vie, il faut être fort. La force surplombe la bonté. Il faut être fort avant d'être bon. Parce qu'un bon faible, ce n'est qu'un faible sans force. Qui a peur d'être fort. Parce que si tu fais l'impression d'être fort, devant un fort, il t'écrase. Ok? Un bon faible, c'est un hypocrite. Ce sont que les faibles qui sont bons. Voilà. Un bon fort, c'est un vrai bon. Un bon faible, ce n'est pas un vrai bon. Parce que tu ne sais pas ce qu'il sera quand il sera bon. Donc, il faut être fort dans d'abord. Donald Trump veut signer un accord nouveau avec la Russie. Un accord qui emmènerait la Russie à signer, c'est-à-dire à réduire, si pas détruire, les ogives nucléaires. Donald Trump veut signer un accord avec la Russie. En fait, c'est un accord qui existe déjà, ça s'appelle START. Mais Donald Trump veut faire une extension, un renouvellement de cet accord. Mais en une condition, il faudrait impliquer la Chine aussi. Trump veut signer cet accord nucléaire qui emmènerait la Russie et la Chine à la table de négociation, en remplacement du traité bilatéral New START arrivé à l'expiration. Mais il a fait de la participation de la Chine une condition non négociable. Donc, pour signer un renouvellement de l'accord qui existe déjà entre la Russie et les États-Unis sur la limite des bombes atomiques et des ogives nucléaires, Donald Trump exige la présence de la Chine aussi dans cet accord. Qu'est-ce que Trump veut? Trump veut un nouvel accord, évidemment. L'ancien accord nucléaire des États-Unis et la Russie, appelé New START, a pris fin le 5 février 2026. Cet accord, qu'est-ce qu'elle faisait? Ça limitait le nombre d'armes nucléaires stratégiques que chaque pays pouvait avoir prêtes à l'emploi. On limite le nombre d'armes nucléaires que chaque pays peut avoir directement au besoin pour éviter des catastrophes. START signifie Strategic Arm Reduction Treaty. Okay? C'est un traité de réduction d'armes stratégiques. Il s'agit ici d'une série d'accords qui a été fait entre la Russie et les États-Unis à l'époque pour contrôler les armements nucléaires entre les deux pays. À l'époque, il s'agissait de l'Union soviétique, évidemment. C'était 1991. Pourquoi? Parce qu'il y avait course à l'arme, la guerre froide entre les deux pays. Et à l'époque, chaque pays produisait un maximum d'armes nucléaires. L'objectif, c'était rendre le monde plus sûr pendant des périodes de grands bouleversements. L'Union soviétique, à l'époque, avait des raisons de le faire. L'accord a été initié d'abord par Ronald Reagan, ce monsieur ici, le président américain à l'époque, qui a proposé pour la première fois la réduction profonde des armes nucléaires en 1982. Il a demandé aux Russes, est-ce qu'on peut réduire les armes nucléaires? Il a appelé le projet START. Et à l'époque, les Russes ou les Soviets n'étaient pas tout à fait d'accord parce qu'à un moment donné, ils s'y sont retirés. Mais éventuellement, l'Union soviétique était au point de s'effondrer et avait des difficultés. Mikhail Gorbatchev, cet homme ici, avait besoin de se soulager sur le plan économique. L'Union soviétique était en difficulté, il dépensait beaucoup d'argent, en tout cas grande somme, dans la course aux armements. Gorbatchev, arrivé au pouvoir en 1985, voulait réduire les dépenses militaires afin de redresser l'économie et mener des réformes. Alors, Reagan a initié, Gorbatchev a accepté. Ils ont signé l'accord. START a eu deux versions. La première version, évidemment, c'était la toute première, signée le 31 juillet 1991 par le président américain George Bush le père et le dirigeant soviétique à l'époque, Mikhail Gorbatchev. C'est Reagan qui a commencé l'idée, mais c'est George Bush le père qui a signé.
START était important parce que c'était le premier traité qui réduisait réellement et pas seulement limitait le nombre d'armes nucléaires à longue portée. Ça réduisait, pas seulement limité. Il s'agissait ici de réduire complètement. Okay? On détruisait les armes nucléaires à longue portée. Mais cette signature qui a été signée en 91 a expiré en 2009. Et en 2009, il a encore été signé une seconde fois par Barack Obama, cette fois-ci, et Dimitri Medvedev. Et a expiré une fois en 2021, mais a été prolongé jusqu'en 2026. 2011, 2021, 2026. Maintenant, c'est expiré. C'est-à-dire, le dossier qui permet que la Russie et les États-Unis détruisent les armes nucléaires et gardent une sanité mentale a expiré jusque-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant START? Avant l'avenue de START, dans les années 70, on se contentait de limiter la construction de nouvelles armes, mais n'obligeait pas les pays à détruire celles qui existaient déjà. Ça, c'était avant START. Vous pouvez avoir des armes, vous ne pouvez pas les détruire, mais ne développez pas les nouveaux. Mais les armes terribles que vous avez, vous n'êtes pas obligé de les détruire. C'est START qui a permis de commencer à réduire les armes nucléaires. Alors pourquoi Trump veut un nouvel accord? Parce qu'il y a un accord qui existe déjà. Trump veut un nouvel accord parce qu'il dit qu'un nouvel accord doit être meilleur que le précédent. Et pour lui, ce nouvel accord doit impérativement inclure la Chine et pas seulement les États-Unis et la Russie. Trump trouve que actuellement, la Russie et les États-Unis ne sont pas les seules puissances du monde nucléaire. Il faut aussi la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que la Chine développe très rapidement un grand nombre de nouvelles armes nucléaires. Ouais, ils sont en train de faire une course effrénée. Trump affirme aussi que si un accord ne concerne que la Russie, la Chine continuerait d'augmenter son arsenal, ce qui n'est juste ni sûr. La Chine ne veut pas joindre l'accord. Pas du tout, ils ne veulent pas. La Chine souhaite que les États-Unis et la Russie réduisent d'abord leurs propres arsenaux, jusqu'au niveau plus proche que celui de la Chine. Parce que jusque-là, nous savons que la Russie et les États-Unis ont en moyenne de 4000 bombes nucléaires ogives disponibles, pendant que la Chine n'en a que 600 ou moins. Donc la Chine dit, vous réduisez d'abord. Moi, je ne veux pas réduire, vous réduisez d'abord. La Chine considère que la demande américaine comme une tentative de freiner la croissance nucléaire, tout en permettant aux États-Unis de conserver leur avantage. La Russie, évidemment, exige la présence de deux autres pays. La Russie ne signera pas s'il n'y a pas la France et la Grande-Bretagne. Okay? Parce que la France, évidemment, a environ 290 ogives nucléaires, les Royaumes-Unis, environ 225. Donc les Russes ont dit, nous, on ne va pas signer s'il n'y a pas la Grande-Bretagne. Vous voulez la Chine, nous, on veut la Grande-Bretagne et la France. Ils sont alliés de l'OTAN et des États-Unis. Donc la Russie considère donc leurs arsenaux comme faisant partie des menaces nucléaires occidentales dirigées contre elle. Les États-Unis veulent quoi? Les États-Unis de Trump veulent un grand accord unique, incluant à la fois la Russie et la Chine, et non un accord séparé. Il affirme que les anciens modèles est dépassé et qu'il existe désormais 3 grandes puissances nucléaires, les États-Unis, la Russie et la Chine, et souhaite aussi arrêter de ralentir la montée de l'arsenal nucléaire chinoise. Donc Trump est en train de faire un combat avec la Chine, c'est évident, mais respecte la Russie. Maintenant, il faut regarder dans le passé pour essayer de comprendre. Pourquoi veut-il renouveler cet accord des ogives nucléaires? Parce que le même Trump, si on se rappelle bien, en 2019, avait annulé, si pas retiré du traité INF avec la Russie. Se retirer de l'IETF, est-ce autant lié à la menace dans le Pacifique occidental? C'est quoi le traité INF? Le traité INF, c'est le traité Intermediate Range Nuclear Force Treaty. C'est un traité qui a été signé en 1987, encore une fois par Gorbatchev et Reagan, les mêmes présidents de l'Union soviétique et les Américains. Ce sont les présidents qui ont apporté la paix. Ils ont signé le traité destruction de l'ogive nucléaire. Ils ont aussi signé le traité de INF. INF, c'est quoi? Réduction d'armes de portée intermédiaire, des missiles rapides. 500 à 5000 km. Donc, ils interdisaient des missiles terrestres d'une portée de 500 à 550 000 km. Des missiles capables de frapper rapidement l'Europe et l'Asie. Ils ont annulé cette histoire. Ils ont aussi annulé le projet d'ogive nucléaire. Mais quand Trump est venu au pouvoir en 2019, il a annulé le projet de INF, des missiles intermédiaires 500 km à 5500. Pourquoi? Pourquoi fait-il semblant alors? Pourquoi veut-il encore dire qu'il veut vraiment un nouveau projet sur les ogives nucléaire? Pourquoi Trump a abandonné le projet en 2019? Les États-Unis avaient accusé la Russie de tricher. Moscou aurait, d'après eux, construit et testé pendant des années des missiles interdits appelés NEF M72M en violation du traité. Les États-Unis ont accusé la Russie et ils se sont retirés. Ils n'ont pas entendu des explications, il n'y a pas eu de preuves du tout. Mais la réalité est celle-ci, les États-Unis voulaient se rattraper parce qu'ils étaient en retard. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous,
La Chine ne faisait pas partie de ces traités. Donc la Chine avait des missiles intermédiaires très rapides de 500 à 5500 km. Ils pouvaient frapper n'importe où très rapidement. Les États-Unis étaient en retard. Ils ont dit, bon, non, on s'est retiré de ces traités pour nous... Enfin, ils n'ont pas dit ça, mais c'était pour se rattraper. Mais maintenant, ils veulent faire signer à tout le monde. Ont-ils le droit de le faire ou pas? Ce qui est évident, est-ce que M. Donald Trump veut la paix au monde? Parce qu'évidemment, quand vous entendez une personne dire qu'il faut signer un traité sur les bombes nucléaires, on pense directement qu'il veut la paix. Mais est-ce qu'il veut vraiment la paix? Ou bien? Parce que s'il voulait vraiment la paix, il ne se serait pas retiré du traité des missiles INF. Donald Trump, en réalité, cherche une bonne position pour les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, il ne veut pas nécessairement la paix, il ne veut pas que les États-Unis soient en retard. Si vous êtes en avance par rapport aux Américains, il va vous faire signer un document ou un papier pour vous empêcher de gagner un peu plus d'avance, le temps qu'ils se rattrapent. C'est la même histoire qui s'est passée en Iran. Je vous rappelle que l'Iran avait signé un traité avec les Européens et les États-Unis avec Obama. Mais à l'arrivée de Trump, il a dit que ce traité était incompréhensible et incohérent. Il faut l'annuler, il faut le renouveler. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes encore dans cette histoire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que la Chine doit écouter Trump? Parce que je vous rappelle ici, la force est très importante. On ne respecte que la force. La raison pour laquelle on appelle la Chine et la Russie à la table de négociation, c'est parce qu'ils sont forts et en capacité. Pourquoi on n'appelle pas les autres là, la Syrie, le Venezuela à la table de négociation? Comment on peut se permettre d'aller kidnapper un président? C'est parce qu'il n'y a pas de force. Le droit de l'homme n'existe pas. On ne respecte pas le droit d'une personne faible. Ça ne se fait pas. Le faible dans ce monde restera faible pour toujours. L'esclave sera esclave. Croyez-moi, on dit officiellement l'esclavage est fini, mais l'esclave s'est transformé en travailleur de chaque jour, de 9h à 17h. Partez dans certains pays, vous verrez, vous serez choqués, je ne citerai pas les noms. C'est la force qui est importante. Si vous ne vous alarmez pas à vous affranchir, vous serez piétinés de tous. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bless.